Au début du règne de Charles V, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, et la France n'est pour l'instant pas la favorite. Philippe VI et son fils Jean II ont multiplié les défaites, l'Écluse, Crécy et Poitiers, dont la dernière a conduit in fine au traité de Brétigny. Par cette paix, outre remise d'otages et rançons exorbitantes, l'Angleterre se voit offrir un quart du royaume. Mais 4 ans après la signature, alors que Jean II meurt à Londres, rien n'est réglé. Les rançons ne sont pas payées, les otages ne sont pas retournés à la liberté et les rares terres qui ont été cédées ne l'ont été qu'après de grandes difficultés administratives et juridiques. C'est dans ce contexte des plus chaotiques que commence le règne de Charles V. Cependant, avant de nous lancer plus avant dans l'histoire du roi, nous allons nous intéresser à l'un de ses vassaux, qui n'est autre que son frère et dont la descendance va nous occuper pour plusieurs épisodes. Il s'agit de Philippe le Hardi, nommé duc de Bourgogne par son père Jean II. Il est le premier protagoniste de l'histoire de l'État bourguignon, à côté duquel nous n'allons pas pouvoir passer. Tout commence avec Philippe Ier de Rouvres, duc et comte de Bourgogne, ainsi que comte d'Artois, qui meurt de la peste en 1361. Son héritage est scindé en deux. Le duché de Bourgogne part à la couronne de France et est donné par le roi Jean II à son fils Philippe, tandis que les comtés de Bourgogne et d'Artois vont à Marguerite de Bourgogne. En voyant cela, difficile d'imaginer la puissance que va pouvoir constituer la Bourgogne, mais on verra par la suite tout ce que peuvent accomplir les mariages et les héritages. Nous sommes ici à l'aube de ce qui deviendra l'État bourguignon. Puisque l'on ira faire un tour de ce côté, voyons aussi rapidement l'état de l'Espagne. Elle est dominée par les 4 royaumes chrétiens qui ont réduit la présence musulmane à l'émirat de Grenade. On trouve alors le royaume de Portugal à l'ouest, le royaume de Navarre de Charles le Mauvais au nord, le royaume d'Aragon à l'est, et la majeure partie de la péninsule appartient à Pierre Ier, dit le Cruel, souverain du royaume de Castille. Charles est le fils aîné de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg. Lorsque son père est capturé à la bataille de Poitiers, Charles a 18 ans et il revient à Paris d'où il convoque les États généraux. Ceux-ci critiquent vertement l'administration royale jugée corrompue et demandent la mise à l'écart des mauvais conseillers qui ont mené la France si mal, ainsi que la libération de Charles de Navarre. Le refus de ces mesures entraîne la révolte des bourgeois de Paris, avec à leur tête Étienne Marcel, le prévôt des marchands de la capitale. Prenant le pouvoir, ils mettent le dauphin sous leur coupe et proclament des réformes censées redresser le royaume, sans grand succès. Par-dessus tout ça, Charles de Navarre s'évade et se fait octroyer des terres en Normandie, et Jean II, depuis sa prison, réclame sa libération à corps et à cri. Le conflit avec Étienne Marcel devient de plus en plus social à mesure que le gouvernement du prévôt se radicalise. Les bourgeois des villes et les nobles s'accusent mutuellement des malheurs du royaume, les premiers tenant pour Étienne Marcel, les autres plutôt pour le dauphin. Ce dernier s'évade alors de Paris pour reprendre sa liberté d'action. Dans ce conflit, qui ne voit s'affronter que les plus forts, c'est des plus mal lotis que vient l'explosion. En 1358, les paysans de l'Oise se soulèvent et exterminent plusieurs bandes qui rançonnaient le pays avant de piller manoirs et châteaux. C'est la Grande Jacquerie, ni plus ni moins qu'un ras-le-bol paysan, un soulèvement contre la noblesse en général, sans distinction de camp, qui dévaste le pays depuis 20 ans. Subitement, c'est l'union sacrée. Tous les nobles du coin, qu'ils soient français, anglais ou navarrais, brigands ou riches propriétaires, s'unissent et écrasent la révolte dans le sang en 3 semaines, exterminant tous les révoltés. Cet acte de bravoure accompli, ils peuvent reprendre tranquillement leur querelle, mais beaucoup, effrayés par la révolte, préfèrent se ranger derrière le dauphin. Celui-ci est alors en mesure d'assiéger Paris, qu'il récupère lorsque des commerçants excédés par la tyrannie d'Étienne Marcel se soulèvent et l'exécutent. Charles le Mauvais se retire en Navarre et en 1359, l'expédition ratée d'Édouard III amène au traité de Brétigny et au retour du roi Jean. Lorsque son père meurt en 1364, Charles V se fait sacrer à Reims pour prendre sa place sur le trône. Il épouse Jeanne de Bourbon en 1364 et 3 de leurs enfants atteignent l'âge adulte, Charles, Louis et Catherine. Charles V est roi de 1364 à 1380.
Décrit comme fragile et peu habile à manier les armes, au contraire de son père, Charles doit son surnom à son habileté politique, à sa culture et à sa capacité à organiser le royaume en s'entourant de conseillers capables. En effet, par diplomatie, gestion et stratégie d'ensemble, il reconquiert tout ce que son père et son grand-père ont perdu avec de grandes batailles ratées. Son règne n'a pas duré longtemps, mais il correspond à une reprise en main du royaume et à un rétablissement spectaculaire de la situation militaire. Bien sûr, le surnom mélioratif est en bonne partie dû au fait que la stratégie du roi a payé et qu'il a été vainqueur, mais Charles peut quand même se targuer d'avoir fait passer le royaume d'une situation catastrophique à une position stable, semblable à celle d'avant la guerre. Si on veut un nom célèbre pour l'accompagner, on ne peut pas ne pas citer Duguesclin, petit seigneur breton qui a été son meilleur commandant. Durant son règne, l'idée d'un souverain de France à part, désigné par Dieu, commence à germer grâce à la propagande royale qui cherche des moyens pour contourner la paix de Brétigny et renforcer la position du souverain face aux prétentions anglaises. Lorsque Charles V monte sur le trône, autant dire que la situation du royaume n'est pas très brillante. L'Écosse, l'allié de toujours, est hors jeu puisque le roi David Bruce a accepté la neutralité comme condition de sa libération. En Bretagne, Charles de Blois est le duc, mais il reste aussi neutre dans le conflit. Il a de toute façon bien assez à gérer avec un duché mis en coupe réglée par des bandes de guerriers de tous bords. Dans ce chaos, un petit noble émerge comme un grand stratège, Bertrand du Guesclin. Et dans l'ensemble, la situation n'est de toute façon pas super. Dans un royaume qui se remet de la peste, les campagnes ont été ravagées par les chevauchées anglaises. Les zones de conflit sont le terrain de jeu des soldats et des grandes compagnies, et la mort ou la capture d'un grand nombre de seigneurs a fragilisé le tissu social. Charles V doit débrouiller la situation et s'occuper de la paix de Brétigny que lui a laissé son père. D'abord, de l'ordre dans le royaume. Charles V déloge les soldats de Charles de Navarre de la Normandie et extermine les brigands autour de Paris. Le roi de Navarre rentre en son pays et prend ses distances avec la guerre franco-anglaise. Durant ces opérations, Charles commence à s'associer avec du Guesclin, dont les prouesses l'amènent bien vite à devenir l'homme de confiance du roi. Ensuite, la Bretagne. Jean de Montfort n'accepte pas sa défaite et affronte Charles de Blois à la bataille d'Auray. Ce dernier meurt et Jean récupère le duché en devenant le duc Jean IV, mais il prête tout de même hommage à Charles V, bien content que la Bretagne ne reparte pas du côté de l'Angleterre. La question de la succession de la Bretagne est définitivement close. Mais il y a aussi le problème des grandes compagnies. Pour s'en débarrasser, Charles V et du Guesclin leur proposent d'aller se faire pendre ailleurs, presque littéralement. Pour cela, un terrain est tout trouvé, l'Espagne. Celle-ci est principalement aux mains de deux royaumes ennemis, l'Aragon de Pierre IV, plutôt pro-française, et la Castille de Pierre le Cruel, plutôt tenante des Anglais. On projette alors de remplacer le Cruel par son demi-frère Henri de Trastamare. Une campagne est lancée, menée par du Guesclin, accompagné du gros des grandes compagnies. Celles qui ne partent pas se font balayer et anéantir. Après une promenade de santé, la Castille est reprise, Henri de Trastamare devient roi et les compagnies licenciées reprennent la route de France. Pierre le Cruel, destitué, fait alors alliance avec le Prince Noir et Charles le Mauvais, notez le trio de choc, pour récupérer son royaume. Pour avoir des soldats, rien de plus simple, on réengage dans les Pyrénées les routiers qui reviennent de chez le gars d'en face. Retour en Castille, où du Guesclin et Trastamare sont vaincus à la Narrera par la coalition hispano-navarro-anglaise. Le roi déchu s'enfuit, du Guesclin est capturé puis libéré par Charles V contre rançon. Mais comme on n'a jamais 203, alors que tout le monde est reparti, voilà-t-il pas qu'Henri de Trastamare remonte en Languedoc, réembauche ceux qui restent des grandes compagnies en chemin, revient en Castille et reprend le royaume après l'assassinat de Pierre le Cruel au cours d'une entrevue. Usés par les campagnes, les lambeaux des grandes compagnies se désagrègent et se font anéantir. Reste le traité de Brétigny, une épine de taille dans le pied de Charles V, mais une affaire va très vite lui permettre de s'en défaire. Ruiné par son expédition en Espagne, le prince noir lève un impôt sur tout le nouveau duché d'Aquitaine, impôt auquel s'oppose un grand nombre de puissants seigneurs qui avaient perdu l'habitude de se retrouver sous les ordres d'un autre qu'un roi. Ils font donc appel au Parlement de Paris et il y a tant de demandes que Charles V demande au prince noir de comparaître devant le Parlement. S'il ne s'y trouve pas à la date fixée, son duché sera confisqué.
Le prince, cloué au lit par une terrible maladie, ne peut rien faire alors que Charles V prépare ses troupes, constitue une réserve d'argent et s'assure de diverses alliances. Au jour dit du 3 mai, le prince noir étant absent, on lui confisque son duché, on rompt Brétigny et les terres du fautif sont envahies par l'armée française qui n'avait pas attendu cette date pour commencer à reprendre quelques forteresses. Devant cette situation, Édouard III riposte en se déclarant officiellement le seul roi de France légitime. La guerre a repris. La reconquête française suit une stratégie d'ensemble. Elle est coordonnée, lente et systématique. Le duc de Berry avance dans le Poitou, tandis que Louis d'Anjou envahit le Rouergue et les places tombent les unes après les autres sans coup férir. Le prince noir tente d'endiguer l'armée française, mais, malade, il se retire en Angleterre où il meurt 5 ans plus tard. Le 2 octobre 1370, pour récompenser son mérite tout autant que pour faire un coup médiatique, Charles V nomme en grande pompe du Guesclin connétable de France. Le généralissime est désormais un homme ayant montré son aptitude plutôt qu'un noble hissé au rang par sa richesse et son nom. Charles V, c'est aussi un changement dans la manière de faire la guerre et surtout de la payer. Déjà, plus de grandes batailles. On fortifie les villes dans lesquelles on s'enferme si une armée anglaise vient à passer. Tant pis pour le pays qui est ravagé, mais pas de risque de défaite cinglante. On attend que la tempête passe. C'est Charles V qui commence la construction à Paris d'un fort qui deviendra célèbre près de 400 ans après, celui de la Bastille. Et puis, l'armée change de forme. La convocation exceptionnelle et codifiée des vassaux du roi ne peut suffire à faire une guerre longue, d'où la mise en place d'une armée semi-permanente de presque 10 000 hommes, constituée de petits nobles avec leurs suivants, commandés par des nobles de plus haut rang et dont l'équipement est régulièrement examiné. Avec cette force permanente, Charles V peut entreprendre la reconquête de la France. Les victoires ne se font pas attendre. Château après château, mètre par mètre, les armées royales reprennent le Poitou et le comté d'Angoulême. En 1373, le duc de Bretagne renie son hommage au roi de France et se rallie à Édouard III. Mauvaise pioche, du Guesclin envahit le duché et la campagne que mène Jean de Montfort, aidé de soldats anglais, se heurte aux villes closes et finit à Bordeaux sans avoir livré une seule bataille. La France continue alors sur sa lancée, le Limousin est repris et on commence à grignoter le duché de Guyenne. Devant cette avancée fulgurante, les protagonistes font une trêve et se mettent à négocier à Bruges. Les juristes de Charles V sortent une carte maîtresse, fabriquée tout juste pour l'occasion, celle de l'inaliénabilité du royaume, qui stipule que de par son devoir, le roi ne peut se défaire d'une partie de son royaume, ce qui rend les cessions de territoire de Brétigny nulles et non avenues. En 1377, Édouard III meurt après 50 ans de règne qui auront vu un perfectionnement de l'armée anglaise ainsi que de grandes victoires, mais sans capacité à les exploiter sur le long terme. La trêve est expirée et les Français reprennent leurs opérations. Les armées françaises continuent d'avancer en Guyenne et la destruction quelques années avant d'une flotte anglaise par Henri de Trastamare permet à Charles V de se payer le luxe de piller les villes côtières anglaises. Charles de Navarre tente une dernière fois de nouer une alliance avec l'Angleterre dans le dos de la France, mais il est découvert et ses derniers châteaux en Normandie sont confisqués. Jusqu'à sa mort, Charles de Navarre ne s'immiscera plus dans le conflit. Un traité est signé avec le duc de Bretagne pour lui permettre de revenir dans son duché contre argent et promesse de fidélité. Lui aussi tiendra parole. En 1380, les Anglais ne détiennent plus en France que Calais, Bordeaux et ses environs, Brest et Bayonne. Le 13 juillet, Bertrand du Guesclin meurt après 15 ans de service exceptionnel auprès du roi. 2 mois après, Charles V le suit dans la tombe. Charles V meurt d'un arrêt cardiaque le 16 septembre 1380 à l'âge de 42 ans.